Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle saison qu'on démarre de manière un peu étrange, mais pas tout à fait en fait. Je vous propose un voyage vers notre dernière demeure, on va parler des nouveaux modes de sépulture. Bah oui, et ce ne sera pas triste, car quand on y pense, c'est un nouveau paradigme sociétal sur notre rapport à la mort et en accord avec la nature, la planète que nous devons envisager. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir mes invités. Je commence par Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour Catherine. Eliane Janssens, vous êtes chargée de mission en assistance morale au Centre d'action laïque et coordinatrice du service laïque aux personnes. Nous avons également Marc Mayer. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes chargé de cours honoraire à l'ULB en santé publique, fin de vie et religion. Vous êtes également secrétaire de l'Union crématiste européenne et vice-président de la Société belge pour la crémation. J'ai bien dit. Et enfin, Nicolas Charles Pirlot. Nicolas, pas Nicolas Charles, Nicolas. Monsieur Charles Pirlot, vous êtes, vous, formateur, vous enseignez le métier d'agent et d'entrepreneur de pompes funèbres. Vous êtes prosecteur, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais en gros, entre parenthèses, préparateur anatomique Tout à fait, oui. à la faculté de médecine, plus précisément pour le département d'ondes de corps à la science, et donc à l'UC Louvain. Vous êtes aussi membre de l'ASBL, le Pax Funèbre. Tout à fait. Alors, à qui vais-je d'abord demander pourquoi? Parce que le titre de cette émission, c'est « Pourquoi faut-il penser, réfléchir à ces nouveaux modes de sépulture ?» Qui veut répondre, Nicolas ou Marc? Pourquoi penser à ces nouveaux modes de sépulture? Pourquoi est-on là? Mais écoutez, moi je pense qu'il est important de rappeler, parce qu'on est quand même dans une émission laïque, que le mouvement laïque, au point de départ, on va dire, les libres penseurs se sont toujours battus pour défendre les enterrements civils. Et donc, dans la même foulée, ils ont défendu de la crémation, notamment. Et je me dis toujours que ce n'est pas ce mouvement qui a défendu la crémation qui va voir d'un mauvais œil se développer des nouveaux modes de funérailles, notamment des nouveaux modes plus écologiques. Et donc, il est clair que ce mouvement des crématistes s'ouvre, est attentif et regarde comment ce nouveau mode de funérailles pourrait se développer. C'est une question qu'on se pose dans le milieu depuis combien d'années environ? Depuis qu'on parle de crise écologique et qu'on réfléchit à un sauvetage planétaire en quelque sorte, ou c'était quand même un petit peu avant aussi? Non, je pense que le mouvement écologique fait qu'on réfléchit à la question. C'est vrai aussi qu'il y a certains, on va dire, mouvements qui ont voulu mettre en avant un ensemble de modes de funérailles, que notamment le comité national de bioéthique, comité consultatif bioéthique, a étudié la question et a remarqué que notamment il y avait certaines propositions qui étaient impraticables. On va dire peut-être qu'on y reviendra, oui, on va en mais parler. en tous les cas, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un mode de funérailles qui nous intéresse beaucoup, c'est l'aquamation, évidemment. On va y revenir. Mais alors dites-moi d'abord, aujourd'hui, légalement, en Belgique, sur notre sol, on ne peut qu'être inhumé, donc enterré, en terre, et pratiquer la crémation, donc crématisé, voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Il n'y a que ces deux modes d'inhumation qui sont permises en Belgique. Oui, en Belgique, il y a... C'est quoi la proportion entre les deux? Alors, par exemple, ici à Bruxelles, moi je connais bien les chiffres pour Bruxelles, mais il y a 60% des gens qui à Bruxelles se font crématiser. Donc c'est quand même important. Il y a certaines différences au niveau européen. Vous avez dit que j'étais secrétaire général de l'Union crématiste européenne, donc je connais bien les situations dans différents pays. Et par exemple, il y a une situation en Belgique qui est très belge. Les Belges peuvent ramener l'urne funéraire à la maison. Ce qui n'est plus possible en France, par exemple. Ok. Voilà. Donc il y a comme ça de petites différences. Mais on doit la garder à la maison, on ne peut pas la disperser n'importe où non plus. C'est-à-dire qu'on peut la disperser dans son domaine privé. Ok. Privé. Ah, d'ailleurs, on dit crémation et... Qu'est-ce qu'on disait avant? On a toujours dit crémation? Non, avant, incinération. Avant, on parlait d'incinération. Mais il est clair que le mouvement crématiste s'est battu pour faire reconnaître le mot Et c'est quoi la différence? Parce que l'incinération des déchets, C'est ça, Ah, oui. voilà, c'était oui, quelque d'accord, chose voilà. qui était mal perçu. Un terme, voilà. Dans la pratique, c'est la même chose. Une corrélation. Nicolas Charles Pirlot, pour vous, qui êtes donc formateur dans le métier d'agent et d'entrepreneur de pompes funèbres, il est important aussi de proposer dans vos formations d'autres formes d'inhumation. Ça devient important? En fait, dès le départ, je leur fais un petit questionnaire, on va dire, d'entrée, puisque
que, on va dire, il y en a beaucoup qui découvrent la profession le premier jour d'école. Et donc, comme ça sera dans quelques semaines. Et alors, je remarque énormément, c'est qu'ils sont soit inhumation ou crémation, avec les mêmes proportions que M. Mayer disait par rapport aux 60-40%, mais il n'y a pas que ça qui existe. Et pas que chez nous en Belgique. Donc c'est très important puisqu'il y a une évolution qui est là. Je veux dire, il y a ces modes de sépulture qui sont présents et qui, on va dire, qui frappent à la porte. Il y a juste une question de réglementation et de mettre ça de façon légale en Belgique, on va dire plutôt régionale, puisque maintenant c'est une compétence régionale. Donc, Bon, alors on va le dire d'emblée. Pourquoi est-ce qu'on doit réfléchir à d'autres choses, d'autres modes de sépulture? Parce que écologiquement, la crémation comme l'inhumation ne sont pas bonnes pour la planète? C'est un problème? Si on part sur le principe donc, de l'inhumation, on part sur, on met un cercueil, donc on a le volet déforestation qui est là. On a aussi les polluants, parce qu'on a forcément les soins de conservation, même s'ils sont interdits en Belgique, sont pratiqués. Et donc tous les composants chimiques qu'on avale avec nos médicaments, donc tout ça se percole, on va dire, dans les sols. Maintenant, on a, comme on disait... Même si c'est bétonné? Je pars toujours à un caveau, c'est une cuve à béton, une citerne d'eau de pluie. Donc justement, c'est pour eux. Donc, au fil des années. C'est un peu compliqué, je veux dire, par la suite. Et on voit bien que le métier de fossoyeur est compliqué, malgré les caveaux, malgré les anciennes pratiques par rapport à ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que le comité bioéthique a analysé, par exemple, l'inhumation, on va dire traditionnelle, comme on connaît avec un cercueil, et l'inhumation naturelle, comme la confession musulmane fait dans le linceul. Forcément, il y a beaucoup moins de polluants. Donc là, il y a un mode. Donc pourquoi ne pas, nous, partir sur une inhumation naturelle, la crémation? Là, on est sur les énergies qui sont... Pour permettre la crémation, on monte à plus de 800 degrés, donc forcément, c'est très énergivore. Après, on parle de pollution de l'atmosphère. Maintenant, de l'autre côté, il y a des filtres au niveau des crématoriums. Donc, je veux dire, si on fait un rapport ne fût-ce qu'entre l'inhumation et la crémation, je pense que maintenant, la crémation répond beaucoup plus aux normes environnementales que l'inhumation. Par rapport à ça, parce qu'on fait encore tout et n'importe quoi par rapport à l'inhumation. Et donc, c'est le sujet des nouveaux modes de sépulture, tant, comme on parlait avec l'aquamation, qui est justement de réduire cet impact environnemental de toutes les manières possibles et inimaginables. Avant de voir avec Eliane comment les familles vont accueillir ces nouvelles propositions, Marc Mayer et Nicolas Charles Pirlot, dites-nous ce qui est possible aujourd'hui de faire ou vers quoi on pourrait aller de mieux. Donc vous parlez de l'aquamation. C'est quoi l'aquamation? Il faut un peu nous expliquer. L'aquamation, c'est ce qui s'appelle l'hydrolyse alcaline. En fait, c'est mettre le corps dans de l'eau. Vous mettez le produit nécessaire, de la soude, et le corps se transforme en poussière. Et de la même manière que pour la crémation, on prend les urnes et on récupère les poussières, ce qui reste du corps. Donc, c'est un mode de funérailles, on pourra dire à un moment donné, si ça se fait en Belgique, ça se fait dans certains États américains, ça se fait... c'est déjà en pratique. C'est en pratique, ça se fait en Australie aussi. Et donc, les gens ont le choix. Soit le feu, soit l'eau. Moi, j'aime bien cette idée du choix. Le feu. Tandis que, de manière générale, et je pense que ça a été... on n'imposera personne, avec Eliane, de faire ça a été l'apport que tous ces mouvements ont pu donner aux familles. C'est dire aux familles, vous réappropriez les cérémonies, vous réappropriez les jours, et en plus, vous êtes libre de choisir quel mode. C'est formidable. Mais ça ne coûte pas plus cher, donc l'aquamation, dans la mise en place du processus? C'est moins polluant et ça ne coûte pas trop cher? C'est moins polluant d'abord parce que l'eau est chauffée, je pense, à 80 ou 90 degrés. Donc ça n'est pas très chaud par rapport aux 800 degrés pour la crémation. Et ça n'est évidemment pas polluant. Évidemment, la question qui va être posée, qu'est-ce qu'on fait des eaux
usé, dire, parce évidemment. que si vous dites, bah oui, nos médicaments, forcément, ça se retrouve dans le sol, mais ça se retrouve aussi dans Tout à cette fait. eau. Donc, je pense qu'il faudra étudier. Est-ce que toutes les bactéries Et en Australie, ils gèrent déjà sont épurations d'eau éliminées? Est-ce qu'il n'y a pas certains risques pour la suite? De toute façon, il y a toujours un problème, que ce soit la crémation ou que ce soit la crémation, il n'est plus possible d'identifier les corps. Donc, ça veut dire que dès le moment que la justice intervient, on ne peut jamais faire une crémation. Ça, oui. On ne va pas faire une aquamation parce qu'il faut vérifier les choses. Mais de manière générale, moi, je mets surtout l'accent sur une opportunité qui sera donnée aux familles de choisir. Dans les autres modes, humusation, par exemple, Alors, Nicolas. je vais revenir avec... Oui. On a surtout entendu parler il y a peu de temps, c'est avec l'aquamation de Desmond Tutu. En fait, c'est là où c'est revenu l'aquamation dans les grands titres, où, par rapport à ça. Mais c'est comme on disait, oui, la suite par rapport aux eaux, c'est une étude qui est à faire. Alors, on parle d'humusation. Alors là, c'est facile, l'humusation, compostage du corps humain. Donc là, ça se fait, je veux dire, c'est le seul mode de sépulture qui se fait en extérieur, donc qui est en non contrôlé. Et alors, c'est très facile à dire, pour l'instant, c'est illégal. Ah. Donc là, les partisans de l'humusation, malheureusement, ne pourront pas se faire humuser en Belgique, en tout cas. C'est illégal, mais c'est possible? C'est pour vous, à terme, une solution ou c'est trop compliqué à mettre en œuvre? Parce que c'est beau quand même. Le corps retourne à la nature, à la terre. Un arbre, dans nos rêveries, un arbre pousse au-dessus de notre humus, de notre compost. Mais le comité consultatif bioéthique a montré qu'on était loin du rêve à la réalité. Bien sûr, c'est ça, oui. Parce que la réalité faisait que finalement, ça polluait les sols. Évidemment. Moi, je vais aller même beaucoup plus loin. C'est que la partie, on a le concept qui est là, donc qui est très bien. Et puis de l'autre côté, malheureusement, on a sur l'humusation les ressources naturelles. Donc on prend de la paille, du foin, du bois raméal raméfié. Donc après, on a la température, le contrôle permanent. Donc ça veut dire une personne qui va s'occuper exclusivement d'une, 2, 3, 4 buts. Ça prend 3 mètres carrés de place en étant doux, puisqu'il faut retourner. On a ce problème des cimetières qui sont surchargés, donc où est-ce qu'on va les positionner? Donc je veux dire, l'humusation, l'idée est belle, mais je pense pose beaucoup plus de problèmes et de difficultés. À grande échelle, en tout cas. À grande échelle, je veux dire, à la limite, une personne, ça pourrait aller. Mais à partir du moment où on va légaliser l'humusation, les gens auront la possibilité de se faire humuser. Et donc toutes les personnes qui veulent absolument... On va le faire dans son jardin aussi alors. Oui, mais j'ai un doute. Oui. J'ai un doute. C'est pour ça que c'est illégal. Oui. Mais l'aquamation aussi est illégale en ce moment. C'est en étude. C'est en étude. Au même titre que la sarcomusation. Bon, alors, Eliane, je reviens à vous 2 secondes. Mais la sarcomusation, qu'est-ce que c'est alors? Alors, donc, dans les modes de sépulture, la sarcomusation, en fait, on dépose la dépouille sur un lit d'insectes sarcophage. Donc, on se fait manger par les vers. C'est ça, oui. Tout à fait. Donc, réellement, par rapport à ça, moi, quand j'ai expliqué aux enfants, les enfants, une fois qu'on est mort, on est mort. Ah, voilà. Donc c'est peut-être nous, nos réticences éducatives. Si je peux rassurer, on dit on se fait manger par les vers en étant inhumé. Il est peu probable qu'un petit ver aille à 1,50 m ou à 2 mètres de profondeur pour aller manger la dépouille de la personne qui était inhumée. Donc sarcomusation, pas encore légale non plus. En étude scientifique également, donc c'est en attente. Je veux dire, au même titre que l'aquamation, c'est le législateur qui a tout dans les mains. Eliane, comment voyez-vous, vous, sur le terrain, ces nouveaux modes de sépulture avec les familles? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'elles vous posent des questions? Bon, comme il n'y a encore rien de concret à pouvoir mettre en place, évidemment, ce sont des idées, mais est-ce que vous pensez que la société, les gens que vous côtoyez, que vous croisez, nous, les familles, on est prêts à cela?
Je pense aussi qu'il y a une bonne information qui est donnée aux familles et de les rassurer, les accompagner, quelle que soit la démarche qui est entreprise. C'est le plus important, c'est rester humain avec un être humain. Et c'est vraiment entendre et rassurer les personnes par rapport à ce qu'ils veulent pour leurs proches qui vient de disparaître. Et c'est vraiment accompagner dans le sens le plus noble du terme, tout simplement. Voilà, en toute simplicité. Entendre ce qu'ils veulent, ce que voulait le défunt aussi, les accompagner, c'est vraiment le chemin le plus juste. Mais vous ne sentez pas de réticence par rapport à un mode ou l'autre? Je pense qu'en fait, quand moi je rencontre les familles, qu'on prépare des funérailles, on ne parle pas vraiment de ça, parce que ce n'est pas connu, tout simplement. Okay, oui. Et donc l'important, et je pense qu'on pourra en parler, c'est d'amener le débat, d'amener de la connaissance et de l'approche de ces différentes nouvelles méthodes pour pouvoir justement élargir le débat au public, faire connaître ce qui sera possible. Et alors là, on pourra vraiment effectivement proposer des choses et les accompagner dans ces différentes démarches. Donc l'important, c'est vraiment l'information, la rencontre avec le public, casser le tabou de la mort aussi. Ça aussi. Ça, c'est vraiment comme disait Marc Mayer, en fait, c'est que proposer aux familles d'avoir le choix, et elles ne pensent pas avoir le choix. Enfin, on en a deux pour le moment, mais est-ce qu'on a peur? Vous sentez quand même que notre rapport à la mort est quand même encore très compliqué? C'est compliqué, on n'en parle pas ou trop peu, je pense, alors que finalement, on sait qu'on est tous concernés d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, et vraiment pouvoir casser ce tabou sociétal, c'est ce que l'on essaye de faire en tout cas au niveau du Centre d'action laïque, c'est d'organiser des moments de rencontre par des mortels cafés, par des cérémonies qui sont aussi établies et que l'on va proposer prochainement, qui ont été faites après le Covid, de célébration, de fêtes des morts, donc de vraiment se réapproprier ces moments de décès, de disparition, d'absence de quelqu'un de proche, par des souvenirs, par des moments de partage et rendre les choses humaines, tout simplement, se réapproprier ce tabou. Tout à fait. Et ça, c'est important. Ce que vous dites, c'est se réapproprier les choses. Et puis, il y a aussi des lieux où on doit accueillir les familles. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Oui, j'allais y venir. Parlez un mot, Marc et Eliane. Il y a un décret qui vient juste de sortir, il y a quelques jours. Du député Philippe Courard, PS. Le député Philippe Courard a proposé un décret qui oblige les communes à donner un lieu ouvert pour pouvoir faire les funérailles. Et ça, c'est très bien, parce que je veux dire que quelque part, avant, les croyants, ils pouvaient aller dans les églises ou dans les temples, ils y allaient de moins en moins. Mais on y retourne quand même. On y retourne peut-être parce qu'il faut un lieu. Un peu plus de ritualisation aujourd'hui, aussi, puisque les autorités vont permettre qu'il y ait un espace, eh bien, ce sera une raison de plus pour les familles de se réapproprier. C'est ce que vous sentez, vous, Eliane, c'est que entre l'Église, qui a quand même un peu de cachet, où on peut ritualiser la chose, et un centre funéraire qui parfois n'est pas très joli, où il manque un petit peu... Pas adapté, tout simplement, au niveau de l'espace. Oui. Moi, j'ai déjà fait des cérémonies sur un parking, tout simplement, parce qu'il y avait beaucoup de personnes, et c'était juste pas possible. Et le mouvement laïque a été très fort, parce que c'est le mouvement laïque qui a réclamé et qui a obtenu finalement récemment que les communes soient obligées. Donc ça, vous avez déjà proposé aux familles dernièrement, alors En tout cas, quand ça sera vraiment concret, parce que pour le moment, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que les cérémonies, pour le moment, c'est vraiment, on le propose, c'est tout à fait à disposition pour toute personne qui en fait la demande, c'est tout à fait gratuit au niveau du mouvement laïque, mais c'est important d'avoir un lieu qui soit correct et respectueux des personnes et des familles. C'est vrai qu'il y avait eu un projet à Namur il y a quelques années, où ça a plus ou moins fonctionné, et ça répondait à une demande. C'est vrai que les maisons de la laïcité ne sont pas adaptées parce que la géométrie variable au niveau de l'espace, etc. Et d'avoir vraiment un lieu neutre qui ne soit pas non plus teinté uniquement laïcité, mais simplement humain et sociétal. Parce qu'on bricolait, moi je sais bien, on avait obtenu des accords avec différents crématoires qui pouvaient mettre à disposition leur salle. Ce n'était pas nécessairement une crémation, mais pour pouvoir dire aux familles, voilà, il y a une salle disponible pour faire votre cérémonie. Mais ce qui se trame, c'est quand même une belle réussite. Pour une fois
que les politiques appliquent des choses qui sont demandées par la population, on peut être... Tout à fait. Et d'ailleurs, Eliane, allez-y. En tout cas, moi, dans la partie funéraire, donc avec le Pacs funèbre, entre le choix d'aller à l'église ou alors aller directement au cimetière sans cérémonie, rien du tout, le deuil et l'humain n'existent plus. Oui. Donc, même nous, au niveau de l'association, on pousse même le bouchon plus loin. Pourquoi tous les indigents et les gens qui sont le long de la route ne peuvent pas bénéficier aussi d'une cérémonie? Et donc, ça veut dire qu'avant, il y avait, on a la possibilité d'aller dans une salle où on se marie, où on fait un baptême, et alors forcément le propriétaire ne trouve pas forcément adapté d'aller mettre un cercueil parce que le samedi il va y avoir un mariage, et donc c'est comme ça que les portes se ferment. Et je trouve que c'est plus qu'important, au moins pour tout le monde, d'avoir un endroit, ne fût-ce que pour dire un dernier hommage dignement au niveau du défunt. Vous allez nous reparler je voulais aussi une petite parenthèse sur le Pacs funèbre, cette ASBL, vous allez nous en dire un mot. Mais Eliane, je voulais voir avec vous justement cette proposition donc, de mettre à disposition dans les communes un lieu neutre. Est-ce que le Centre d'action laïque va y participer? Est-ce que les maisons de laïcité, en accord avec les communes, est-ce qu'on va vous concerter en quelque sorte? Mais je pense que chaque régional va vraiment pouvoir faire une démarche politique à ce niveau-là, rencontrer l'échevin adéquat et pouvoir vraiment tisser une information aussi qui relayera la population vers les régionales qui font à la fois des cérémonies de funérailles laïques mais civiles aussi. Et donc là, je pense que c'est important de pouvoir rendre ce service et pouvoir permettre cet hommage envers les défunts de par les familles, les proches et autres, les accompagner, c'est-à-dire préparer la cérémonie, ça leur permet aussi de parler de leurs proches, de pouvoir libérer la parole autour, préparer un hommage. Et je pense que chaque être humain a le droit d'avoir cet hommage. Pour avoir son départ. Parce que ça, c'est le point de vue philosophique, mais on va y revenir avec le Pacs funèbre que vous proposez aussi, Nicolas. C'est aussi l'accessibilité. Je veux dire, ça coûte cher un enterrement pour beaucoup de familles. Elles doivent renoncer à pas mal de choses. Enfin, je veux dire, quand on voit le prix, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tant d'assurances. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais enfin, les assurances décès, c'est une catastrophe. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est faire de l'argent sur la mort. Mais donc, que le Centre d'action laïque, c'est parfois, vous êtes frustré de vous dire telle famille aurait besoin de pouvoir dire adieu à son défunt, elle n'y arrivera pas? En tout cas, l'hommage et la cérémonie, quelles que soient les circonstances, on en fait toujours une quand il y a une demande. Voilà. C'est parfois dans un lieu pas glorieux, c'est parfois effectivement dans un parking ou autre, quand il n'y a pas d'autre solution, mais ça se fait. Ça peut se faire dans un jardin, j'ai déjà fait en dessous d'un saule pleureur, enfin, il y a beaucoup de possibilités, et c'est vrai que ça répond aussi à l'image de la famille et du défunt. Si c'est quelqu'un qui était proche de son jardin, pourquoi pas? Ça peut se faire, voilà. Et c'est rendre vraiment la liberté à chacun de construire sa cérémonie. On n'a pas de cérémonie toute faite, c'est vraiment chaque fois on reconstruit. Chaque fois, vous reconstruisez avec les familles. Petit détail technique, je ne sais pas du tout, mais on peut emmener son défunt, le cercueil, là où on veut. Les pompes funèbres suivent et vous mettre dans un jardin. Moi, j'ai jamais eu de frein par rapport à ça. Légalement, on peut... Tant qu'il y a les pompes funèbres qui suivent, il n'y a pas de souci. Okay, très bien. Le Pacs funèbre, alors, Nicolas Charles Pirlot, ce serait quoi? C'est justement aussi cette accessibilité à tous et proposer un peu à la carte, mais gratuitement. En fait, ce qu'il y a, c'est que on revient toujours dans le même principe. On est philanthropique, mais surtout humain. Et donc, créé en 2010, donc vous y réfléchissez depuis un moment quand même. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que on était dans le monde associatif, donc les associations qui nous étaient proches. Et puis un jour, on s'est dit pourquoi pas aller à l'extérieur et proposer la même chose, on va dire à monsieur et madame tout le monde, on peut dire comme ça. Et de là, on est parti à proposer nos services. Et en fait, c'est l'humain avant tout. Et donc, quand on vient de dire qu'un enterrement coûte cher, pour l'instant, l'inhumation pour le Pacs funèbre, c'est à 1 600 €. Oui. Oui, donc en fait, ce qui est la différence, c'est que oui, on préconise le deuil à domicile pour la simple raison, c'est qu'on évite les déplacements, donc on a encore un impact environnemental moindre, et donc il y a plein de choses qui viennent se greffer là-dessus. Mais on ne paye pas un funérarium, on ne paye pas la personne pour surveiller, on n'a pas les soins de conservation, parce qu'il y a plein de choses qui sont inutiles, mais que les gens payent rubis sur ongle, si je peux dire. Et donc ces nouveaux modes de sépulture
pourront aussi être accessibles à toutes les familles, vous pensez? Oui, oui. En tout cas, nous, aussi bien l'aquamation, la sarcomisation et on va dire, et même les autres qui viendraient sur le tapis. Mais pour l'instant, ce sont les deux modes de sépulture qui sont présents, on va dire, dans les dossiers, à l'étude. Mais en tout cas, nous, en tant que Pax Funèbre, on défend absolument le. Ok, il ne coûte pas plus cher que crémation ou inhumation? Non, je dirais même encore moins cher, beaucoup moins cher. Je veux dire, une crémation, on est aux alentours des 800 € en fonction du crématorium et de l'endroit où on est. Mais après, je veux dire qu'on devrait tourner aux alentours des 300-400 €. Marc Mayer, donc, en tant que secrétaire de l'Union crématiste notamment, ça ne fera pas tort non plus si les crématoriums réfléchissent à d'autres solutions. Tout le monde est d'accord, entre guillemets. Peut-être les églises ou les communes... Je pense que les crématoriums, en tous les cas les crématoriums publics, réfléchissent à la situation. Ils sont débordés en ce moment? C'est compliqué? Compliqué, non. Débordés, c'est-à-dire qu'ils s'organisent bien. Je veux dire que moi, je suis bien en contact avec le crématorium de Bruxelles, par exemple, et ils viennent de créer un nouveau crématoire à Evere. Et déjà, on m'a dit qu'il n'était pas impossible, s'il y avait une demande du gouvernement, pour la région bruxelloise, d'examiner la possibilité de faire l'aquamation, il y a de la place pour mettre c'est pas un four, mais c'est une machine qui ressemble d'ailleurs à un four. Je l'ai vu au niveau de la grandeur, qui permettrait de faire l'aquamation. Donc ce serait possible que ça se fasse dans un crématoire. Mais ils vont pas le faire avant d'avoir les autorisations, et ils ne vont pas le faire avant d'avoir pu mener des études avec des entreprises qui fabriquent ce matériel, avant que des études aient été faites aussi sur le problème important de santé publique. Alors c'est quelque chose que je suis très attentif. Moi, je suis professeur à l'ULB dans le domaine de la santé publique, donc je suis le premier à regarder ces questions-là aussi. Eliane, philosophiquement, vous vous sentez prête à proposer aux familles ces nouvelles solutions? Oui, je pense que si vraiment on explique ce dont il s'agit, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas ne pas être entendu et compris par les familles. C'est effectivement, quand on revient, comme Marc expliquait tantôt, au niveau de l'initiative des libres penseurs et de tout début, pour moi, on se retrouve vraiment là. C'est vraiment défendre enfin le droit des citoyens de mourir et de partir dignement. Et c'est, quelle que soit la formule et que les personnes puissent choisir, ça me semble essentiel, en fait, vraiment. Concrètement, vous pensez tous les trois que ces propositions pourront être faites quand? C'est à l'étude, mais est-ce qu'on parle de 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ça va être long, fastidieux, vous êtes optimiste? Hier. C'était hier. Il faut que les politiques s'en saisissent. Ici, en plus, on est avec, comme c'est une compétence régionale, déjà, donc il faut que ça se fasse au niveau fédéral et puis au régional. Donc avec les élections de cette année, ça risque, à mon avis, pas d'être relayé en second plan, mais j'espère que ça va axer très rapidement, en tout cas. Vous savez, il y a urgence, tout de même. Ce sera le mot de la fin. Le petit mot pour la fin. Lorsque le décret dont on parlait tout à l'heure, d'ouverture des lieux publics, il n'y a qu'un politique qui a voté contre, c'était un politique engagé. Oui. Bon, alors moi je ne sais pas, je ne connais pas très bien la position des engagés. Ce que je sais, c'est qu'ayant fait des élections qui étaient très bonnes, ils risquent d'être au pouvoir, donc je ne connais pas du tout le point de vue de ce parti par rapport à ça. Je voudrais juste dire un tout petit mot. Vite fait, il y a différents événements qui vont être engagés et qui vont être organisés au niveau des différentes régionales du Centre d'Action Laïque, notamment une semaine mortelle dans 4 régionales où ce genre d'information va pouvoir être donné au public, et ça me semble important de pouvoir y participer. Donc venez aux semaines mortelles de cette année en novembre. En novembre. Voilà. Tout info sur le site du Centre d'Action Laïque. Merci à vous trois d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, d'avoir choisi de nous suivre aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à vous, à très bientôt. Merci.